Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de cette émission ce soir, l'inclusion économique féminine. Et c'est aujourd'hui 8 mars qu'a vu le jour la Fédération marocaine pour la promotion du statut économique des femmes. Pourquoi une fédération maintenant? Quel est son plan d'action pour améliorer le statut économique des femmes marocaines, tout âge et toutes CSP, catégories socio-professionnelles confondues? Quel est le rôle de cette fédération pour une meilleure représentativité des femmes dans les entreprises et aussi et surtout dans les organes de gouvernance? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, ce soir, j'aurai l'immense plaisir de recevoir la coprésidente de cette fédération marocaine pour la promotion du statut économique des femmes et présidente du dépositaire central des titres Maroclear, Fathia Bennis, la grande militante pour la cause féminine marocaine, sera donc dans Questions Écho ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. En termes d'apport à la croissance, si on venait à réduire l'écart des niveaux d'activité entre les hommes et les femmes de 25%, eh bien, le PIB par habitant au Maroc devrait se bonifier de 6 à 10%. Dixit, l'étude sur les coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc, publiée par la Direction des études et des prévisions financières et ONU Femmes. Les détails avec Alam Nani. Indispensable au développement économique du pays, la femme marocaine est arrivée au fil des ans à s'affirmer professionnellement, quelle que soit son activité. Mais toutefois, il reste beaucoup à faire dans son intégration dans le marché du travail. Selon l'étude de la Direction des études et des prévisions financières et ONU Femmes, le fossé se creuse de plus en plus depuis l'an 2000. En 2019, son taux d'activité s'établissait à 21,5% contre 71% pour les hommes. Le taux d'emploi atteint, lui, 65,5% pour les hommes et à peine 18,6% pour les femmes, selon le Haut Commissariat au Plan. Cette différence est due, d'après l'étude, à la faible tertiarisation de l'emploi féminin au Maroc. Par ailleurs, la décision liée à la participation des femmes au marché du travail est liée conjointement et principalement au statut matrimonial et aux contraintes familiales. D'après les analystes, le Maroc gagnerait énormément à réduire ces inégalités de genre dans le marché de l'emploi. Une réduction complète de l'écart des niveaux d'activité entre les hommes et les femmes générerait une hausse de PIB par habitant de 39,5%. Et avec nous depuis Casablanca à présent, Fathia Bennis, coprésidente de la Fédération pour la promotion du statut économique des femmes, également présidente de Maroclear. Fathia Bennis, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Alors, peut-être, tout le plaisir est pour nous. Commençons par un état des lieux, n'est-ce pas? Fathia Bennis, voyez-vous le verre plutôt à moitié vide concernant l'inclusion des femmes dans l'économie marocaine? Je vais être assez pessimiste. On est à 21% de femmes, c'est monsieur qui vient de le dire dans le rapport. On a baissé quand même. On était à 30% en 1999. On n'a pas gagné au change. Donc je trouve que c'est vraiment dommage d'ignorer cela, d'autant que toutes les études donnent que pour la participation des femmes au travail, ça va nous permettre de remonter notre PIB de quelque chose comme 30 milliards de dollars, ce qui n'est même pas négligeable. Bon, malheureusement, il faut encore il y a beaucoup de mesures à mener. Sur le plan du droit, disons que la femme maintenant, elle est autorisée à travailler, elle ouvre son compte en banque sans autorisation du mari. Je ris parce que c'était comme ça il n'y a pas de temps. Et elle fait des études et même apparemment, d'après ce que j'en sais, c'est qu'elle réussit brillamment ses études. Absolument. Sauf que quand vous venez sur le marché du travail, c'est une autre paire de manches. D'abord, quand on travaille dans une entreprise, une femme qui arrive, disons que pour arriver au poste de direction, c'est galère, c'est long, très long. Et pourtant, un homme qui arrive, il aura plus facilement accès à ces postes-là, il y arrivera beaucoup plus facilement, parce que parfois, les employeurs utilisent aussi un autre critère. Ils disent, bon, une femme, elle va avoir des enfants, donc ça va retarder la production, etc. Exact. Mais tout ça, je pense qu'il est utile qu'on revienne là-dessus et dire que les femmes, aujourd'hui, sont en mesure de travailler, d'accepter les plus hautes responsabilités sans aucun complexe. Et je pense qu'il y a une démonstration, excusez-moi, parce qu'elle est bonne celle-là,
sur le CAC 40 en France, les entreprises qui ont le moins souffert de la crise, et je ne parle pas de cette crise, mais depuis 2008, ce sont les entreprises qui ont des femmes dans leur conseil d'administration ou qui sont gérées par des femmes, ce qui n'est pas rien quand même. Absolument. Et puisque vous parlez de crise, parlons justement de l'effet de cette crise sur les inégalités hommes-femmes, notamment dans le marché du travail. Donc finalement, la crise Covid-19 n'a fait que creuser ce fossé qu'il y a entre la présence des hommes et des femmes en entreprise. Oui, je suis totalement acquise à ça. D'autant que le télétravail constitue une charge mentale supplémentaire pour les femmes, parce que quand vous rentrez à la maison, l'homme peut rentrer, s'installer, il allume, il est en télétravail sans problème. La femme, elle doit s'occuper des enfants, de sa cuisine, d'autant que pendant cette crise, les femmes qui ont les moyens se sont enfermées parce qu'il fallait pas elles n'ont pas reçu de personnel pour les aider. Et celles, en majorité, qui font tout à la maison, se retrouvent avec le télétravail, les enfants à gérer, la cuisine à gérer, et l'homme ne se sent pas trop concerné, je veux dire. Donc, c'est pas une situation facile pour les femmes. Et le résultat d'une étude qui a été menée en 2020 auprès de 3500 ressortissants des pays du G7, l'Allemagne, Canada, États-Unis, France, etc., montre que la pandémie a plus impacté les femmes. Oui. D'un point de vue professionnel, personnel et familial. Bon, c'est ce que je viens de dire en donnant des exemples pour le Maroc. Dans ce cas, donc, 59% des femmes ont connu une situation de burn-out. Et pour cause. Elles sont sollicitées de partout, elles doivent faire face à tout. Et moi, ce qui me semble le plus dramatique, c'est que c'est les femmes qui ont subi, disons, la mise à l'écart. Elles ne travaillent plus. Elles ne peuvent plus travailler. Parce qu'elles sont très nombreuses dans les usines, celles qui ont du travail ingrat, c'est toujours les femmes. Elles sont très nombreuses dans dans les banques, mais au niveau des services, etc. Et quand on a remercié, je ne parle pas des banques, mais dans les autres secteurs de l'économie, les femmes ont beaucoup été remerciées, donc mises au chômage à cause du Covid-19. Et bien entendu, ce qui explique un petit peu leur mal-être aujourd'hui. Et j'espère qu'on va s'en sortir le plus vite possible. Oui, mais c'est l'un des objectifs, n'est-ce pas, de cette fédération nouvellement créée. Oui. Est-ce que ces éléments-là ont joué en faveur de la création de cette fédération? En gros, Friabnis, pourquoi une fédération pour la promotion du statut économique des femmes? Je rappelle que cette fédération est coprésidée par un homme, en la personne du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales, Hassan Abdelatif Komat. Vous voyez qu'on est pour la parité, les femmes, hein? Absolument, absolument. Pour la parité. Oui, voilà. Exactement. Mais pourquoi le timing de la création de cette fédération, en sachant bien sûr qu'il y a beaucoup d'associations qui militent pour, soit-il le statut social ou économique des femmes au Maroc? Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a plusieurs associations là-dedans. C'est une fédération qui, en quelque sorte, s'est imposée d'elle-même. Et c'est une fédération qui groupe un certain nombre d'associations de femmes, mais c'est une fédération où il y a aussi des hommes. Parce qu'on sait très bien, nous, on n'est pas pour les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est tout le monde, on travaille tous dans l'intérêt de nos enfants et dans l'intérêt de notre pays. Oui. Donc, c'est normal. On s'est fixé des objectifs, on s'est dit on va être plus fortes en étant ensemble, plus forts. Pardon, excusez-moi, moi je suis féministe. Donc on va être plus fort et on pourra négocier mieux. D'autant, il y a le doyen de la faculté, il y a d'autres messieurs qui sont présents. Et je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Et surtout, notre but, c'est d'aider beaucoup les femmes qui sont dans des situations, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour créer leurs propres entreprises. Notre objectif est de leur donner de la visibilité, de leur donner une certaine formation. Et de leur donner confiance en elles, parce que ça, c'est important. Absolument. Mais vous avez dit, Friabnis, que vous comptiez travailler tous dans l'intérêt, bien sûr, des femmes, mais aussi dans l'intérêt des pays. Et j'ai envie de vous poser la question sur la collaboration entre cette société civile et l'exécutif. Bonne question. Alors, moi, je vais vous dire, vous savez déjà que cette association vient de naître, mais nous avons aussi le collectif, on y est, le collectif pour la parité maintenant.
pour être présent aussi au niveau des instances de l'exécutif et du législatif, et pour avoir un certain poids pour orienter, si vous voulez, les décisions. Donc ça, c'est très, très, très important. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez aussi bien que moi, la Constitution de 2011 a prévu un article 19 pour créer la haute autorité pour la parité, ce qui permettait donc de mettre les femmes sur le chemin, la bonne voie. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Elle est sortie apparemment, les textes en tout cas, mais pas l'organisme en question. Et moi, je me fais du souci parce que je me dis, il va y avoir des élections. Cette instance elle est transverse. Elle peut intervenir sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, et c'est le moment ou jamais de la mettre en marche, quoi. Elle a un point faible, si vous le permettez, ça c'est mon avis personnel, il n'engage que moi, c'est qu'elle est rattachée au ministère chargé de l'handicap, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Et en tout cas, au minimum, il faut créer cette haute autorité pour la parité, pour qu'on y aille, pour qu'on ait un instrument qui nous permette d'intervenir légalement, parce que c'est quand même la Constitution qui est prévue, et qu'on puisse donc travailler pour la femme. Je m'excuse, je dis pour la femme parce qu'on est loin derrière. On travaille pour les deux. Mais juste que je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que contrairement à ce qui se dit, les femmes sont solidaires entre elles. Et je suis dans beaucoup d'associations, il y a une solidarité formidable. Alors qu'on arrête de dire les femmes n'arrivent pas parce qu'elles ne sont pas solidaires. Non, elles sont solidaires, mais sauf qu'elles n'ont pas, par exemple, de sponsors. Donc il n'y a pas pour les sponsoriser, c'est-à-dire pour les pousser, pour les encourager, il n'y a pas. Donc nous, moi, j'ai fait un parcours assez long, j'ai eu un peu de chance, non sans problème, mais bon, ça va. Ce que je veux, c'est passer le mot et dire attention, quand on veut, on peut. Et on y arrive. Les femmes actuellement qui ont des postes, il n'y a pas un grand nombre, mais elles peuvent toujours pousser dans ce sens, faire confiance aux femmes, les amener. Moi, je vais vous dire par expérience, quand je suis arrivée ici, même au niveau, je m'excuse, je parle de marocain, je ne vais même pas le dire, mais par le biais de l'administrateur indépendant, on peut mettre des femmes dans le conseil d'administration, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, j'ai proposé une femme, 2 hommes, on m'a dit, c'est un tel. J'ai dit non, on prend la femme. Bon, j'ai pu imposer la femme, qui est brillante, mais je veux juste dire que c'est comme ça qu'on va avancer. Bon, on a cette possibilité, parce que pour être dans le conseil d'administration d'une entreprise, il faut être actionnaire, vous voyez ce que je veux dire. Or là, on arrive par le biais de l'administrateur indépendant, justement, le but c'est qu'il soit totalement objectif et détaché. On peut mettre des femmes et on aura à ce moment-là des femmes qui vont gérer. Et je crois que ce n'est pas seulement au Maroc, mais partout ailleurs, c'est nécessaire. Et en tout cas, les entreprises qui sont gérées par des femmes réussissent beaucoup plus parce que je pense, je m'excuse, je ne dis pas que les femmes ont une supériorité sur les hommes, mais elles sont beaucoup plus, j'allais dire, terre à terre, elles sont plus sérieuses dans la gestion, ça améliore terriblement les choses. Si je peux me permettre de citer un exemple, regardez les femmes pour cette histoire de Corona. Regardez toutes les femmes, tous les pays qui sont gérés par des femmes qui sont premiers ministres et les pays qui sont gérés par des messieurs, je suis désolée, non, je suis heureuse. C'est les pays qui s'en sont le mieux sortis, ce sont ceux qui sont gérés par des femmes. Oui, mais Fathia Bennis, bon, alors vous avez évoqué à juste titre d'ailleurs le volet législatif tout à l'heure, à travers bien sûr ce collectif Mouna Safa Daba, parité maintenant. Qu'est-ce qui devrait être fait donc? D'abord, sur le volet législatif, vous avez parlé de ces textes de loi et qu'il faut juste les appliquer finalement. Mais aussi, il y a le volet culturel. Et vous avez cité ces pays-là. Eh bien, dans la culture de ces pays, c'est différent. La perception de la femme, de la valeur ajoutée de la femme, est loin d'être celle que nous avons aujourd'hui au Maroc. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, sur le plan culturel, ici au Maroc, on a encore cette mentalité de dire, bon, la femme, c'est plus fait pour faire des enfants, pour travailler à la maison. Je veux dire, si c'était une femme de ménage, elle serait rémunérée, mais en tant qu'épouse, non. Donc, c'est ça la femme dans notre mentalité marocaine. Il y a des changements qui se produisent et il faut quand même les encourager,
et il faut que les femmes se sentent responsables. Encore une fois, je reviens à la chose suivante, c'est-à-dire que ce que nous demandons, ce n'est pas un cadeau, c'est un partage de responsabilité. Vous imaginez les femmes qui ne travaillent pas, s'il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants? Eh bien, ça fait un gros problème. Mais c'est à cause de l'éducation, et je pense que l'éducation, c'est quelque chose de très important. C'est par là qu'on forme l'état d'esprit, etc. Donc, c'est important. La culture est importante. La femme doit avoir une responsabilité. Elle doit l'assumer, la demander, parce que c'est important pour elle, pour ses enfants et pour l'époux aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'époux porte tout seul le poids de la vie, alors que la femme reste à la maison à faire la cuisine ou aller jouer, ou je ne sais pas, moi, cette activité. Mais ça, il faut que ça change. Mais ce que je veux dire aussi, je vous ferai remarquer qu'on reconnaît aux femmes le fait de devoir éduquer les enfants. Oui. Ok, c'est bon. Mais on n'a jamais eu une femme ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi? Pourtant, si elles sont à la base de l'éducation, je pense qu'elles sont à même de comprendre les problèmes qui se posent dans l'éducation. Et ça, c'est important. Vous soulevez vraiment un point très, très central et très important par rapport justement à l'éducation. Et alors, vous, en tant que coprésident de cette fédération, dans le cadre de votre plan d'action, comment d'abord promouvoir, n'est-ce pas, d'abord l'éducation des jeunes filles, vous l'aviez dit à juste titre tout à l'heure, qui sont brillantes, et notamment dans les matières scientifiques, et comment promouvoir leur employabilité une fois diplômées? Oui, c'est très difficile, mais on en a parlé dernièrement. Ce qu'il faut faire, c'est que dire que les femmes soient encouragées à aller travailler. Il faut qu'on les pousse à aller travailler. Une fois qu'elles ont leur diplôme, il faut qu'elles se mettent dans la tête qu'elles vont aller travailler, qu'elles vont passer, disons. C'est pour ça que je dis on manque de sponsors, c'est-à-dire que les hommes entre eux, ils se soutiennent. Oui, lui, il va faire l'affaire, tu vas voir, il est bon, mais ils n'encouragent pas les femmes, ils n'encouragent pas. Et pour eux, c'est pas très important. La femme, ça peut être accessoire. Même à la limite, c'est intéressant que la femme gagne moins que l'homme, elle l'embête moins quand elle travaille. Donc, c'est ça qui est gênant. Et nous, dans notre association, ce qu'on vise, c'est justement à former des femmes, des jeunes femmes, qui ont envie de créer leurs entreprises, n'est-ce pas? Et leur apprendre comment ça se passe, leur donner des conseils en termes d'accès au financement, en termes d'accès aux garanties, ce qui m'amène à parler d'un problème très important, c'est quand vous allez au financement bancaire, eh bien madame, il faut une garantie. Voilà. Il manque à la femme la garantie, parce qu'en général, les femmes n'ont pas de bien à elles. Et quand elles héritent, vous savez très bien, vous connaissez le problème, il est assez débattu. De l'héritage, bien sûr. Elles héritent la moitié de l'héritage de l'homme. Donc ça joue. C'est-à-dire qu'il faudrait leur donner, nous on essaiera de faire pour elles, qu'elles aient des conditions particulières et un petit peu, qui les favorisent un peu par rapport à cette histoire de garantie auprès des systèmes bancaires. J'aimerais faire un témoignage. Le microcrédit, qui a quand même pas mal carburé dans les années passées, a été les meilleurs qui ont utilisé le microcrédit, c'était les femmes, parce qu'elles remboursent. Bon, vous me direz, c'est pas grand-chose. Effectivement, c'est pas grand-chose. Mais elles ont montré leur sérieux. Les femmes, quand elles travaillent et l'argent sert à rembourser et à vivre, pas à autre chose. Donc ça, c'est quand même très, très important comme différence. Parce que je sais que moi, j'avais demandé à certaines banques, on m'a dit non, pas pour l'instant, il faut quand même des garanties. Bon, ça va. On connaît le discours, donc j'arrête là. Mais ce que je veux, moi, c'est juste pousser, et pas que moi, toutes les personnes qui sont, toutes les associations qui sont au réseau FEM, de dire aux femmes, on est là, venez, on peut vous aider, on peut vous donner des conseils, on peut vous donner des formations, tout faire et les accompagner éventuellement, pour certains, pour qu'elles réussissent dans leur projet. Est-ce que, donc, il y a cet aspect ou ce volet du digital? Vous comptez beaucoup sur le digital pour mener à bien vos objectifs au sein de cette fédération, ou en tout cas dans le plan d'action de cette fédération? Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Bon, en France, disons que les entreprises du digital et des nouvelles technologies, au sens large, comptent 2 fois plus de femmes que d'hommes. Mais ça s'explique, hein.
Oui. La parité homme-femme dans le secteur du numérique tente à s'améliorer. Et si les chiffres sont meilleurs dans l'ensemble, dans des autres secteurs du marché, les stéréotypes quand même demeurent. Pourtant, à l'origine, les pionniers du numérique, tenez-vous bien, étaient des pionnières. Les premiers ordinateurs numériques dans les années 70 étaient commandés par des femmes. Et le premier programmeur informatique était aussi une femme. Elle s'appelait Ada Lovelace. Mhm. Et à l'origine, le célèbre Neil Armstrong qui est allé sur la Lune, le logiciel informatique qui lui a servi a été créé par une femme, en l'occurrence, pour ne pas la citer, Margaret Hamilton. Vous voyez que les femmes ont fait beaucoup dans le digital. Oui. Donc, à l'ère actuellement du digital, l'entreprise a besoin de femmes, n'est-ce pas? Elle a besoin de femmes, surtout à des niveaux de responsabilité plus importants qu'aujourd'hui. D'une part, afin de tendre vers une égalité d'opportunités et professionnelle entre les hommes et les femmes, et d'autre part, pour créer une valeur ajoutée indispensable à la société de demain. Donc les femmes, on ne peut pas les mettre out à cause de la digitalisation, bien au contraire, elles sont in. Donc c'est une chance pour les femmes. Les entreprises qui ont pris le virage de la transformation digitale ont réussi, grâce aux nouvelles technologies, à rendre la vie de leurs collaborateurs plus facile, et pour cause. Et ce sont les femmes qui peuvent en tirer le meilleur parti, Oui. notamment lorsqu'il s'agit de meilleure gestion de temps du travail. Ben, vous voyez, quand on est dans le digital. Mais donc, il y a ce concept de discrimination positive qui revient souvent quand on parle justement de pousser les femmes en entreprise. Qu'en dites-vous, Ftahia Bennis? Je sais que je suis en train de parler à une militante pour les droits des femmes, mais qu'en dites-vous de ce concept-là et voire même ce concept de l'imposteur qui revient toujours quand on parle d'élever la position de la femme en entreprise et notamment dans des conseils d'administration et j'en passe? Ben, écoutez, c'est toujours la même chose, c'est une question d'éducation, de formatage. Il y a un mindset ici qui fait qu'on considère que les femmes, c'est l'accessoire. Si elle accepte, même au niveau des salaires, c'est un complément de salaire. On ne pense jamais que la femme peut donner tout. Ce qu'elle peut. Aujourd'hui, elle l'a démontré dans beaucoup de cas, heureusement pour nous. Mais disons que dans les mentalités marocaines, c'est encore difficile à admettre. La preuve en est, c'est qu'on a... Pour les créations d'entreprises, il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à créer leur entreprise pour les raisons que nous avons citées. Oui, oui, allez-y, je vous en prie, madame. allez-y, je vous en prie. Je vous laisse finir votre idée peut-être. Je voulais juste dire que les compétences digitales pour permettre aux petites entreprises locales, souvent féminines, de se faire connaître au-delà de nos frontières nationales. Vous voyez? Et ça, c'est une ouverture qu'offre la digitalisation. Et c'est important, très important. Très bien. Pour terminer, dernière question. Enfin, ce n'en est pas vraiment une de question. Ftahia Bennis, vous occupez un poste dans un domaine, on va le dire, et ce n'est pas propre au Maroc, dominé par les hommes, n'est-ce pas? Dominé par la gente masculine. Et vous vous adressez à de jeunes femmes, bien sûr, qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ou peut-être un conseil? Ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour percer dans un domaine qui est connu, en tout cas, ou qui est assimilé aux hommes plus qu'aux femmes? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour les femmes? Ou ne pas faire. Voilà. Ne pas faire, c'est surtout ne pas accepter de paternalisme. Excusez-moi. Mm-hmm. Parce que quand on accepte le paternalisme, on se met en situation de faiblesse. Oui. Et c'est pas ça qui va nous faire avancer. Il faut travailler, faire son travail, être ambitieuse, travailleuse, mais il n'y a pas de domaine qui soit réservé aux hommes ou aux femmes aujourd'hui, s'il n'y en a jamais eu un. Donc ce que je dis, c'est que la femme doit avoir confiance en elle et les femmes entre elles doivent être des supports les unes pour les autres, pour que les autres ne trouvent pas... Mais attention, moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé ma carrière, c'est le paternalisme. J'ai dû remercier en disant « ça va, je suis capable de me défendre moi-même ». Merci. Donc ça va. Je comprends comment ça marche, je sais comment ça marche. Et puis ne pas se dire qu'il y a des domaines qui soient réservés uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes. On a les mêmes QI et donc il faut l'utiliser
au maximum. Et je pense que plus il y a de femmes qui arrivent dans les domaines qui étaient jusque-là réservés aux hommes, plus on a des chances pour les générations qui arrivent. Et ça, je peux leur garantir qu'elles vont avoir un avenir meilleur que le nôtre. Voilà. L'égal de l'homme, j'en suis sûre, Inch'Allah. Très bien, l'égal de l'homme. Et bien sûr, ces jeunes filles ont besoin de support, comme vous le disiez, à bon escient, mais aussi de modèles, n'est-ce pas, comme vous, des modèles de réussite, comme vous, Fthiya Beniz. Ah si, quand même. Donc, voilà, je réitère mes remerciements à vous, Fthiya Beniz, coprésidente de la Fédération pour la promotion du statut économique des femmes. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et encore une fois, bonne année de la femme, hein. Pas une journée de la femme. Bonne année de la femme, exactement, 365 jours. Merci beaucoup, Fthiya Beniz. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur Média TV ou sur l'application Média News.